Henri Leroux, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau d'Azinat.com TV. Alors, on fait cette année le bilan de l'année 2018, plus ou moins heureuse, plus ou moins malheureuse selon les cas. En Ariège, on a eu quelques pertes, donc on va y revenir dessus. Et ensuite, on fera un petit point sur 2019, les perspectives qui sont parfois intéressantes pour l'Ariège, mais aussi qui peuvent être un peu douloureuses. Donc voilà, on va parler de ça avec vous. Donc pour le conseil départemental, les deux grandes idées, on va rester dans le positif, pour le département, la structuration du département tournée autour de quel grand dossier? Alors bien sûr, on joue l'avenir, parce qu'on pense que le département est un territoire d'avenir. C'est d'ailleurs la seule collectivité qui concerne toutes les étapes de la vie de l'être humain, depuis la jeunesse, la protection de l'enfance, jusqu'aux collégiens, enfin en passant par les collégiens, et également les personnes âgées, et puis tout ce qui va avec. Moi je suis tourné délibérément vers l'avenir. Je n'ai pas pris ce poste-là en 2014 pour regarder dans le rétroviseur. Je préfère regarder le pare-brise. Et je me tiens à cette vérité première de l'action publique qui doit aller de l'avant. Alors, bien sûr, en 2018, le point le plus important a été, dès les premiers jours d'ailleurs, le lancement de l'opération Très haut débit. C'est une opération à 140 millions d'euros, dont 120 millions à la charge du département, pour d'ici 2025, équiper 92 000 maisons et bâtiments du très haut débit, avec un délégataire Orange, avec lequel nous avons signé pour une redevance payée sur 23 ans, avec des subventions importantes de l'État et de la région. Tout cela préfigure Ariège 2030, qui est notre cible, notre mantra et notre raison d'agir. Nous avons lancé donc dans les premiers jours de 2018 cette opération où nous avons déjà investi 20 millions d'euros, et ça continue en 2019 où il y aura 35 millions avec 9 entreprises et avec des créations d'emplois, mais surtout une vue ou bien une action déterminante pour la démographie de l'Ariège, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler aussi économie résidentielle. D'accord, donc c'est vrai que la fibre à l'abonné c'est important, parce que dans les grandes métropoles on a déjà ça, donc il ne faut pas que l'Ariège loupe ce tournant. Donc ça c'est le dossier positif dans l'Ariège, mais l'Ariège aussi c'est des personnalités qui ont disparu malheureusement en fin d'année, vous me le disiez, et qui ont touché quand même l'action du département, notamment on pense à André Rouche, le président du PNR, qui dans les derniers jours, même le dernier jour de l'année, a disparu. Est-ce que c'est important pour l'Ariège de rappeler qu'on avait, on parlera d'un deuxième personnage aussi qui a disparu malheureusement, qui a fait beaucoup pour l'Ariège, c'est deux personnes qui ont fait beaucoup pour l'Ariège? Oui, d'abord à la mi-2018, il y a eu le décès tragique d'Alain Fauré, qui a été député après moi. Ça a été un choc pour beaucoup de personnes. Et puis au dernier jour de 2018 aussi, André Rouch, comme vous venez de le dire, qui était un personnage important, qui m'avait succédé aussi à la Bastide. Et c'est vraiment une année terrible pour ceux qui m'ont succédé, puisque j'ai également suivi le corbillard de celui qui m'avait succédé à la tête de Midi Olympique, c'est-à-dire Jacques Verdier. C'est un voile de tristesse sur une année 2018 qui était pourtant, au niveau de mes activités d'élu, extrêmement prolifique. Alors 2019 s'ouvre à nous avec plein d'espoir, plein de projets, la continuité donc, de l'opération THD, mais pas que, parce qu'on a quand même des dossiers qui touchent au patrimoine, qui sont des dossiers d'importance dans lesquels le conseil départemental investit lourdement. Oui, alors le premier G, bien sûr, comme en 2018, c'est le THD, puisque je viens de vous le dire, nous partons sur l'opération à 35 millions pour enfin voir les premières maisons connectées, puisque nous avons fait
une opération à Saint-Félix-de-Rieutort qui a été le point de départ de la fameuse loi de cette période de 3 mois qui est gelée complètement et où les fournisseurs d'accès à Internet vont aller voir les citoyens qui peuvent devenir leurs clients. Et ce sera fait, je crois, au mois de mars. Mais parallèlement, on part sur 25 000 entreprises entre Orange et puis le conseil départemental. Et ça va aller très vite et ça va continuer ensuite. Alors, bien sûr, c'est par cohérence géographique et par souci aussi d'économie. Nous allons équiper le cœur de l'Ariège, le cœur latéralement, c'est-à-dire d'est à l'ouest, et ensuite nous attaquerons au fil des années les coins écartés, les vallées, également les vallées profondes, et à chaque fois que je fais des vœux, que je participe à des cérémonies de vœux dans les départements, dans les villages, mon premier souci est de parler de cela. Et ce matin encore, je devais régler un problème du côté de l'ESAT avec un vigneron établi depuis 30 ans en Ariège qui a des problèmes pour faire son business, qui a des problèmes avec Internet. Vous sentez qu'il y a encore des frustrations, parce que quand même l'Ariège, on n'est pas à zéro en matière de haut débit, puisqu'il y a de la DSL beaucoup. Il y a eu un premier chantier qui a été effectué il y a quand même quelques années. Le département de l'Ariège a été un des rares départements à partir dans l'aventure. Est-ce qu'on n'est pas démunis, mais il y a une volonté quand même des gens d'être les premiers servis, c'est ça? Vous avez sur le terrain? Oui, bien sûr, tout le monde devait être servi, ça c'est la loi de la vie, c'est la loi du genre humain aussi. Vous savez, n'importe qui a un bateau de 4 mètres, un de 8, et un de 20, et un de 70, et puis si l'Inière course ou bien on a 6, un grand bateau de 250 mètres. Après, les gens comprennent aussi qu'il y a, non pas des lois physiques, mais la loi de la distance, et puis aussi le fait que tout le monde ne peut pas être servi en même temps. Mais l'essentiel quand même, c'est de se dire que nous serons équipés en 2025 à 100 mégabits par seconde, et je crois très très fortement à cet atout pour placer l'Ariège sur l'avenir, étant donné qu'on a déjà la qualité de vie, mais on est réputé éloigné de tout, enfin de presque tout. Je vais relativiser, mais par contre, avec la magie d'Internet, avec les 100 mégabits, on sera relié au monde entier, et là, je crois que va se passer un mouvement très très fort en matière de démographie, qui est d'ailleurs recensé, qui est déjà ciblé par l'INSEE, puisqu'il prévoit l'Ariège en 2040 à plus de 190 000 habitants. Je ne sais pas si ça arrivera, mais à l'heure actuelle, on est sur une poussée qui est relativement discrète, relativement légère, alors qu'on est quand même passé de 135 000 habitants en 89 à 158 000 double compte en 2016. Et cela va évoluer, mais il est évident que cela passe par des services modernes, tout en profitant de ce qui fait la force et l'attrait de notre département, c'est-à-dire la qualité de vie, les paysages naturels, l'air pur, que ne connaissent pas ceux qui vivent en métropole. Alors le futur de l'Ariège, c'est aussi son histoire. Je sais pas si c'est pas vous qui l'avez dit un jour. On a des bâtiments importants, des lieux touristiques importants. Le tourisme est important pour l'Ariège aujourd'hui. Malheureusement cette année, on voit qu'on a des peines à démarrer l'année, notamment du niveau du ski, parce que l'enneigement n'est pas très favorable. Il y a quand même une pièce maîtresse dans le dispositif qui sont le patrimoine, type le château de Foix, qui est quand même une source d'investissement élevée pour le département. Alors le château de Foix, effectivement, c'est l'emblème du département, non seulement l'emblème de Foix,
mais l'emblème du département, les comtes de Foix, ça concerne Mazères où ils vivaient, ça concerne aussi le Céronais et le Couserans, là où chassaient les comtes de Foix, ça va aussi jusqu'à Pau, où nous allons faire un partenariat avec les Palois, avec le château de Pau, relié par la fameuse chanson Aquellos Montaños. Et le problème du château, c'était qu'en matière d'attractivité touristique et économique, ça représentait à peu près 1h15 de visite, et le seul intérêt était de monter sur des sentiers incertains, c'est-à-dire pavés, de bonnes intentions certes, mais le seul intérêt donc était la vue à 360 degrés. Une fois qu'on a fait le tour, on a vite fini, il n'y avait pratiquement rien à voir, quelques jeux de l'ancien temps, et grâce au fait que le palais de justice est allé élire domicile ailleurs, nous a laissé donc ce qui était le palais des gouverneurs. Je note que les comtes de Foix n'ont jamais habité le château, ils habitaient au palais du gouverneur en bas. Et grâce à cela, avec la force, avec le professionnalisme de Pascal Allard, je pense que nous allons avoir un point de fixation de touristes et puis aussi de consommateurs, et qui sera important avec, je crois, un équipement de muséographie qui sera à la pointe de tout ce qui se fait de meilleur en France. Et on espère dépasser régulièrement les 5 000 visiteurs. Le record est à 110 000 l'année où le tunnel de Foix était fermé. Petite cause de grands effets. Et je crois qu'on va avoir un point d'ancrage fort qui va irriguer comme toutes les grottes que l'on a, qui sont des trésors également. On va irriguer l'Ariège. Et ce sera un appelant. Il y a aussi, comme appelant, il y a aussi Mirepoix, qui depuis, moi qui ai parcouru la France et le monde, j'ai vu l'évolution de Mirepoix au niveau notoriété, qui est extraordinaire, qu'on ne mesure pas, peut-être que les gens de Mirepoix ne le mesurent pas. Il y a aussi bien sûr les pics, le Montcalm, le Vallier, le GR10. Il y a aussi la grotte de Niaux, mais je crois qu'on a besoin de phare, on a besoin de notoriété, et on va dans un endroit et on tourne autour, et cela fait un gros avantage pour notre département. Donc objectif, ouverture le 1er juillet, je crois, ce que disait Pascal. C'est le mois de juin, au début du mois de juin. Ouais. Et après, on va enchaîner sur le Tour de France. Le Tour de France, ça devient incontournable en Ariège. C'est tout à fait logique, parce que j'ai retrouvé un SMS que j'avais envoyé à Christian Prudhomme, c'était en janvier 2016, le 5 janvier 2016, c'était il y a 3 ans, et je jouais d'ailleurs, ce que m'avait dit Pascal Allard, l'ouverture du château début juin 2019, et je pensais aussi qu'il y aurait l'ouverture d'un bâtiment digne de ce nom au pied du POG de Montségur. Et j'avais proposé très vite à Christian Prudhomme, le patron du Tour, de réaliser une étape Qatar. C'est ce que nous allons faire, puisque on va partir de Limoux le 21 juillet, le château de Puyvert, le château de Montségur qui sera escaladé du côté de Foucax-et-Marineuf, et du côté du village de Montségur, qui est superbe aussi. Puis on va passer au large de Roquefixade, on va prendre la direction de la vallée de Vic-de-Sceaux, avec le château de Miglot, le château de Montréal-de-Sauce, et pour finir sur le château Cathare de Foix, bien sûr. Alors, 3 lignes de force sur cette étape. La première, c'est l'étape Cathare elle-même, ça parle à tout le monde. La deuxième, c'est focus sur le château de Foix, qui sera donc en beauté. Et le troisième aussi, c'est l'arrivée au Prat d'Albis, ce qui ne s'est jamais fait. Ce sera la première fois qu'il y aura l'arrivée d'une étape de montagne dans un lieu qui est immaculé, c'est-à-dire sans aucune urbanisation. Spectacle naturel
pour mettre en avant ce qui est le point le plus important, enfin ce qui caractérise l'Ariège. Quand on parle de l'Ariège, on parle de nature, on parle de paysage naturel. Là, on va l'être. L'intérêt de l'élevage et aussi le fait, notre souci, au-delà des problèmes d'ours, que notre souci est de garder l'intégrité naturelle de notre département, qui est notre meilleur atout. Alors ça, c'est des dossiers qui font rêver l'Ariège. On vous entend souvent râler, parce qu'il n'y a pas que le côté positif. Il y a les budgets, il y a les contraintes, on a vu les mouvements sociaux de fin d'année et de début d'année, puisque ça se continue. On parle de grands débats. La société ariégeoise est bouleversée, elle est poussée dans ses retranchements. Vous aviez ressenti ça au quotidien avec les administrés ariégeois? D'abord, nous avons été mécontents du fait que le gouvernement ait décidé en octobre 2017 de limiter le budget de fonctionnement des départements. Bon, certains territoires ont pu augmenter les impôts ou bien augmenter le nombre de leurs salariés. Nous, à l'Ariège, nous sommes le deuxième département le moins endetté de France. Nous n'avons pas augmenté les impôts du foncier bâti, de celles qui nous restent depuis 2010. Et je répète à l'envi aussi que, contrairement à tous les autres présidents de département, je n'ai pas de directeur de cabinet, je n'ai pas de chef de cabinet, je n'ai pas de chauffeur attitré. On m'a donné une petite voiture. Je rentre chez moi à toutes les heures, tout seul. J'invite aussi qui veut l'entendre de venir visiter notre garage. Il n'y a pas de limousine aux vitres teintées, il n'y a que des petites voitures blanches. Et nous sommes ariégeois. On n'attache pas les chiens avec des saucisses et on sait ce que représente l'argent. Donc on ne méritait pas d'être limité. Le résultat, c'est que cette affaire-là nous a empêchés, parce que nous ne voulions pas avoir de sanctions, nous a empêchés de mettre 1,6 million d'euros de plus dans la vie de tous les jours de l'Ariège, non seulement les associations, mais aussi les personnes en difficulté, les personnes âgées. On aurait dépensé plus, et je pense que ce n'est pas cet État, même si le président Macron n'est pas responsable des 2300 milliards d'euros de dette actuelle de l'État, à venir nous donner des leçons. Alors, je regrette aussi que le président Macron, pour qui j'ai voté, je ne regrette pas d'ailleurs d'avoir voté pour lui, pour les raisons pour lesquelles j'ai voté. Je regrette qu'il n'ait pas perçu le rôle de président de la République, qui ne doit pas se limiter au 7e et au 8e arrondissement. Il a eu tort de prendre tout le monde de haut, Borloo comme les collectivités, de ne pas non plus comprendre qu'on ne peut pas, ce que lui a dit Collomb, et ce que lui a dit Bayrou, ce que lui a dit aussi Larcher, ce que lui a dit Bussereau, qu'on ne peut pas gérer et puis présider la France sans les corps intermédiaires. M. Sarkozy n'avait pas compris, M. Napoléon Bonaparte n'avait pas compris non plus, et qu'on doit porter une attention particulière à celles et ceux qui souffrent le plus. Alors l'explosion qui est arrivée le 17 novembre, moi je pensais qu'elle pouvait arriver avant, je ne savais pas quand elle allait arriver, mais je savais qu'elle allait arriver, parce qu'il y a un trou béant entre ceux qui croulent sous les milliards d'euros et ceux qui n'ont rien. Alors, j'ai vu cette insurrection populaire sortir de nulle part, se vêtir avec des gilets jaunes et dire non, non et non. Et surtout ce que m'ont dit des amis qui sont dedans et qui, comme moi, ne tolèrent pas la violence qui s'est manifestée au cours de ces diverses manifestations, des manifestations et puis des grèves, etc. On a vu sortir, ils ont vu, moi je suis pas allé sur les ronds-points,
j'ai parlé avec des gilets jaunes, mais je vais aller sur les ronds-points, ils ont vu des gens qui étaient à l'écart de la société, et qui ne correspondaient plus, qui restaient chez eux, parce qu'ils étaient sans ressources, ils étaient surtout sans espoir, sans perspective, et ça a fait une insurrection du type de mai 68, même si ce n'est pas parti de la même façon. Par contre, ce que je retiens aussi de mai 68, c'est qu'à une seule nuit des accords de Grenelle, le SMIC a augmenté de 27%. Et ce que j'ai lu récemment dans Le Monde notamment, c'était Jean Viard, le sociologue, qui disait que l'action, elle était payante. Qu'est-ce que cela va devenir? On parle de grands débats. Le président de la République a choisi les maires, qui sont les premiers relais des citoyens devant la puissance publique. C'est pas faux, mais personne d'autre n'est concerné. On va voir ce que ça va donner. Alors, moi, je suis dubitatif. Enfin, non, je souhaite que sortent des choses intéressantes, pas pour faire plaisir, mais pour le salut et l'avenir de notre pays, de ce grand débat. Mais il est assez, moi je trouve assez drôle que ce président de la République, qui a toujours dit jusqu'au 17 décembre, jusqu'au 17 novembre, qui a dit j'ai été élu sur un programme, donc j'applique mon programme, et qui subitement se rend compte que face à la colère populaire, il dit ah non, mais finalement je vais vous écouter. Alors ça c'est un problème, c'est un problème de mépris de caste qui heurte le rural que je suis, le rural qui connaît le monde, puisque ma vie ne s'est pas passée uniquement, et mon métier et mes différentes activités m'ont conduit aussi loin de la ruralité. Voilà. Alors qu'est-ce qui va en sortir? Je souhaite qu'il en sorte de très bonnes choses, et peut-être que les corps intermédiaires, c'est-à-dire les collectivités, pourraient avoir leur rôle à jouer et cesser qu'on ne les emmerde plus. C'est le mot qui est un peu grossier, mais qui résume l'état d'esprit dans lequel se trouvent les régions, les départements, les intercommunalités et les communes. La France a besoin d'apaisement désormais. J'espère que cela va se passer tout au long de l'année 2019. C'est le meilleur vœu que je puisse faire pour notre pays. Merci beaucoup.